Ma propre mère m'a maintenu la tête sous l'eau lors de la fête de famille au bord de la piscine pendant seulement 4 minutes. Pendant que tout le monde riait, elle a dit, « Tu dois supporter ça. Ça renforcera le système immunitaire de ton bébé à naître. » Quand j'ai commencé à me débattre et à griffer ses bras, elle a resserré sa prise et a murmuré, « Arrête de faire ta pleurnicheuse. C'est ma nouvelle méthode pour rendre ton bébé fort. » Papa était là, a regardé, et a simplement dit, « Elle ne fait que t'endurcir. » La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir laissé mon corps se relâcher complètement. C'était il y a 4 ans. Hier, je me suis réveillée de mon coma. Elle sanglotait au-dessus de mon lit d'hôpital, suppliant, s'excusant, tremblant. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai murmuré à mon tour, « Maintenant, je suis venue me venger. » Les néons me brûlaient les yeux quand je les ai ouverts pour la première fois. Tout semblait anormal. Mon corps était lourd, comme si quelqu'un avait rempli mes os de sable mouillé, et ma gorge était en feu. Un tube serpentait jusque dans ma poitrine, et des machines émettaient des bips à des rythmes que je ne comprenais pas. Les dalles du plafond étaient jaunies et fissurées dans un coin, et j'en ai compté 17 avant de réaliser que j'étais en vie. 4 ans. Le médecin a répété ces mots 3 fois avant qu'il ne pénètre enfin le brouillard dans mon cerveau. Le docteur Montgomery, une femme avec une mèche de cheveux argentés et des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique, m'a tenu la main pendant qu'elle m'expliquait ce qui m'était arrivé. Lésion cérébrale hypoxique sévère, coma prolongé, édème cérébral étendu ayant nécessité une intervention chirurgicale d'urgence. Une petite fille, née par césarienne d'urgence, qui avait survécu contre toute attente. Une petite fille, ma fille Harper, elle avait 4 ans maintenant et j'avais tout manqué, son premier souffle, son premier mot, ses premiers pas, la première fois qu'elle a appelé quelqu'un, maman, et cette personne n'avait pas été moi. Les médecins m'ont dit qu'elle était née moins de 8 minutes après mon arrêt cardiaque, que l'équipe d'urgence avait travaillé frénétiquement pour nous sauver toutes les deux. Harper avait passé 2 semaines en unité de soins intensifs néonatales, surveillée pour tout signe de privation d'oxygène, mais en était sortie en bonne santé et forte. Un double miracle, disait-il, la mère et la fille défiant tous les pronostics. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de digérer l'information. La dernière chose dont je me souvenais était la fête du 4 juillet chez mes parents à Charlotte. La piscine scintillant sous le soleil d'été. Les mains de ma mère appuyant sur mes épaules avec une force que je ne lui connaissais pas. L'eau chlorée remplissant mon nez, ma bouche, mes poumons. Le son étouffé des rires venant de la surface. La voix de mon mari, Garrett, disant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait entendre. Et puis, l'obscurité. Quand ma mère est entrée dans ma chambre d'hôpital 2 jours après mon réveil, je l'ai à peine reconnue. Claudia Morrison avait vieilli de 10 ans en ces 4 années. Ses cheveux au beurre autrefois vibrants étaient devenus presque entièrement gris, et de profondes rides creusaient des sillons sur son visage comme des rivières sur une carte. Elle se déplaçait lentement, serrant son sac à main contre sa poitrine comme un bouclier, et ses yeux étaient bordés de rouge et gonflés. « Vivien » a-t-elle murmuré, et sa voix s'est brisée sur mon nom. « Oh, mon Dieu, Vivien, ma chérie, tu es réveillée. Tu es vraiment réveillée. » Elle s'est effondrée sur la chaise à côté de mon lit et s'est mise à sangloter. De grands sanglots convulsifs qui secouaient tout son corps. Ses mains ont cherché les miennes, mais je me suis retirée. Le mouvement a tiré douloureusement sur ma perfusion, mais je m'en fichais. « Je suis tellement désolée, gémit-elle. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas. Je ne pensais pas. Le médecin a dit que tu ne te réveillerais peut-être jamais. Ils ont dit que nous devrions envisager. » Elle ne pouvait pas finir sa phrase. J'ai prié chaque jour. Chaque jour pendant 4 ans. « S'il te plaît, Vivien, s'il te plaît, pardonne-moi. » C'était censé aider. J'ai lu ça en ligne. L'immersion en eau froide pour les femmes enceintes. Je voulais juste aider le bébé. Je voulais juste la rendre forte. Je la regardais pleurer. Quelque chose en moi s'était changé en pierre pendant ces années d'obscurité. Quelque chose qui ressentait autrefois de la sympathie pour la douleur des autres. Ma mère me suppliait de l'absoudre, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la sensation de ses doigts enroulés autour de mon crâne, me forçant sous l'eau pendant que je luttais pour protéger la vie qui grandissait en moi.
Mon père, Raymond, est apparu dans l'embrasure de la porte derrière elle, le visage gris étiré. Il avait l'air plus vieux, lui aussi, diminué en quelque sorte, comme si on l'avait dégonflé. Il ne s'est pas approché davantage. Elle est anéantie, dit-il doucement. Nous le sommes tous les deux. Ça l'a détruite. Vive, elle n'est plus la même depuis ce jour. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Une chose froide et sombre qui se déroulait de l'endroit où elle avait dormi. J'ai regardé ma mère, observant le mascara couler sur ses joues en rivière noire, et je me suis penché en avant autant que mon corps affaibli le permettait. Ma voix est sortie comme un murmure rauque, mes cordes vocales encore endommagées par des années d'intubation. Maintenant, je suis venue me venger. Elle a cessé de pleurer. La couleur a quitté son visage si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Mon père a émis un son étranglé dans l'embrasure de la porte. « Vivien, tu ne penses pas ce que tu dis, » dit ma mère, la voix tremblante. « Tu es confuse. Le médecin a dit qu'il pourrait y avoir des effets cognitifs. »« Sortez, » ai-je dit. Ils sont partis. Ma mère n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, son expression un mélange d'horreur et d'incrédulité. Quand la porte s'est finalement refermée derrière eux, j'ai fermé les yeux et je me suis laissé me souvenir de tout. J'ai passé les 3 mois suivants en rééducation, à réapprendre à utiliser mon corps. Les muscles s'étaient atrophiés pendant mes années de coma. Même des tâches simples comme porter une tasse d'eau à mes lèvres demandaient un effort énorme. Mon kinésithérapeute, un homme patient nommé Jérôme, ne m'a jamais laissé abandonner, même les jours où j'avais envie de hurler de frustration. Ma sœur, Miranda, est venue me voir 2 fois pendant ces mois. La première fois, elle a apporté des fleurs, des roses jaunes, mes préférées, et s'est assise maladroitement sur la chaise à côté de mon lit, incapable de croiser mon regard. J'aurais dû l'arrêter, dit finalement Miranda, fixant ses mains. J'étais là, vive. J'étais juste là. Je pensais. Je ne sais pas ce que je pensais. Maman a dit que c'était une sorte de traitement holistique. Elle lisait ses blogs bien-être de manière obsessionnelle, parlant de bains de glace et de thérapie par le froid. Quand elle t'a poussé sous l'eau la première fois, j'ai cru que tu jouais le jeu. Et puis tu as commencé à te débattre et papa a dit que tu faisais juste ta comédie. Et maman a dit que tu devais l'endurer pour le bien du bébé. Et moi? Je me suis figée. Je suis restée là à regarder. Vous l'avez tous fait, ai-je dit. Gareth a essayé de te sortir de là, a murmuré Miranda. Au bout de 2 minutes environ, il a tenté d'intervenir. Mais papa l'a retenu. Il a dit que maman savait ce qu'elle faisait. Que tu étais hystérique. Mon mari. Je n'avais pas vu Gareth depuis mon réveil et cette absence était une blessure que je ne m'étais pas encore permis d'examiner de trop près. Quand je posais des questions à son sujet aux infirmières, elles échangeaient des regards et changeaient de sujet. Quand j'ai interrogé le docteur Montgomery, elle m'a suggéré de me concentrer d'abord sur ma guérison. C'est ma tante Sylvia qui m'a finalement dit la vérité. Elle est arrivée un mardi après-midi, ses cheveux argentés tirés en un chignon sévère, portant un dossier épais de documents. Ta mère et ma sœur, dit tante Sylvia en s'installant sur le fauteuil visiteur avec une efficacité nette dont je me souvenais de mon enfance. Elle avait toujours été la pragmatique de la famille, celle qui traitait des faits pendant que tout le monde nageait dans les émotions. Mais ce qu'elle t'a fait était une tentative de meurtre. Vivian, ça m'a rongé pendant 4 ans, et je refuse de me taire plus longtemps. Elle a ouvert le dossier et a commencé à étaler des papiers sur mon lit d'hôpital, rapports de police, dossiers médicaux, dépositions de témoins. Une action civile avait été intentée en mon nom par un tuteur nommé par le tribunal pendant que j'étais dans l'incapacité d'agir. Gareth a demandé le divorce 18 mois après l'incident, dit Sylvia d'un ton neutre. Il a invoqué ton incapacité et le traumatisme d'avoir été témoin de l'agression. Les mois qui ont suivi l'incident ont brisé quelque chose en lui. Je l'ai vu se produire. Il te rendait visite tous les jours au début, puis chaque semaine, puis à peine. La culpabilité de ne pas avoir arrêté ta mère plus tôt. Le chagrin de perdre la vie que vous aviez prévue ensemble. La pression de tes parents insistant sur le fait que c'était un accident et qu'il devait passer à autre chose. Tout est devenu trop pour lui. Il a obtenu la garde exclusive de Harper ainsi que tous les biens matrimoniaux.
Ta mère a témoigné en sa faveur lors de l'audience de garde. La chose de pierre en moi est devenue plus lourde, plus froide. Elle a témoigné que tu avais des antécédents de problèmes de santé mentale, continua ma tante, sa voix tendue par une fureur à peine contenue, que tu avais montré des signes d'instabilité pendant ta grossesse, qu'elle avait seulement essayé de t'aider avec une technique de thérapie alternative, et que ta réaction était la preuve de tes problèmes psychologiques sous-jacents. Ton père a corroboré son témoignage. Je ne pouvais pas parler. Mes mains s'étaient crispées en poing, les ongles s'enfonçant dans mes paumes jusqu'à ce que je sente la morsure aiguë de la douleur. L'affaire pénale a été classée, dit tante Sylvia. Manque de preuves d'intention de nuire. Tout le monde à cette fête, tes parents, ta sœur, ton mari, même les voisins qui étaient là, ils ont tous raconté la même histoire. Un traitement de bien-être qui a mal tourné. Un accident tragique. Personne n'a porté plainte. Gareth a renoncé à la garde de notre fille, ai-je réussi à dire finalement, le mot raclant ma gorge endommagée. L'expression de tante Sylvia s'adoucit légèrement. Il s'est remarié il y a 6 mois avec une femme nommée Bianca. Ils ont un fils ensemble et vivent maintenant à Austin. Harper est élevé par vos parents. Le rire qui m'a échappé était creux et étrange. Ma mère m'avait presque tué, avait menti à ce sujet, avait aidé mon mari à tout me voler, et avait été récompensée par la chance d'élever mon enfant. Je veux la voir, ai-je dit. Harper. Je veux voir ma fille. Tes parents ont la tutelle légale. Ils l'ont obtenue par le biais du tribunal de la famille pendant ton incapacité, avec le soutien de Gareth. Quand Gareth s'est remarié et a déménagé à Austin, il a cédé ses droits de garde à tes parents plutôt que d'arracher Harper au seul foyer qu'elle connaissait. Si tu veux changer cet arrangement, tu vas avoir besoin d'un avocat. J'ai passé cette nuit-là à fixer les dalles du plafond, à les compter encore et encore, à planifier la suite. La guérison se mesurait pas à pas. Le kinésithérapeute célébrait chaque petite victoire. La première fois que je suis restée debout sans aide pendant 30 secondes. La première fois que j'ai parcouru la longueur du couloir de rééducation sans que mon fauteuil roulant ne m'attende derrière. La première fois que j'ai monté une seule marche. Mon corps avait oublié comment être un corps. Et je devais tout lui réapprendre comme un enfant qui apprend pour la première fois. Les évaluations cognitives étaient presque pires que les physiques. Le docteur Montgomery a fait venir des spécialistes qui ont testé ma mémoire, mon raisonnement, ma capacité à traiter l'information et à prendre des décisions. Ils m'ont montré des images et m'ont demandé d'identifier des motifs. Ils m'ont lu des listes de mots et m'ont demandé de les répéter. Ils m'ont posé des questions sur ma vie avant l'incident, où j'étais allée à l'université, quel était mon travail, les noms de mes animaux de compagnie d'enfance, et j'ai répondu à toutes correctement pendant que quelque chose en moi hurlait que rien de tout cela n'avait d'importance, que ma fille était là-bas, élevée par la femme qui avait essayé de me tuer. Le neuropsychologue, un homme sérieux nommé Dr Franklin Shaw, a livré son évaluation avec un détachement clinique. Mes fonctions cognitives s'étaient remarquablement bien rétablies, a-t-il expliqué. Certains patients avec mon niveau de lésion cérébrale ne reprenaient jamais conscience. Le fait que je puisse parler de manière cohérente, me souvenir de mon passé et raisonner sur des problèmes complexes était tout simplement extraordinaire. Vous êtes un miracle médical, mademoiselle Morrison, dit-il en feuilletant ses notes. Le cerveau a une plasticité remarquable, mais ce que vous avez vécu dépasse les schémas de récupération typiques. Vous devriez vous considérer comme exceptionnellement chanceuse. Chanceuse ? Le mot avait un goût amer dans ma bouche. J'étais chanceuse que ma mère m'ait seulement maintenue sous l'eau pendant 4 minutes au lieu de 5. Chanceuse que les ambulanciers soient arrivés assez vite pour faire repartir mon cœur. Chanceuse que mon cerveau ait réussi à se guérir pendant que le reste de ma vie s'effondrait en ruine. Je suis sortie de l'établissement de rééducation contre avis médical, 3 semaines plus tôt que recommandé. Les médecins m'ont averti des risques, des chutes, des rechutes, des complications liées au fait de forcer trop et trop vite. J'ai quand même signé les papiers. Chaque jour passé dans cet établissement était un jour de plus où ma fille grandissait sans moi. Un jour de plus où mes parents consolidaient leur contrôle sur sa vie. Un jour de plus où les mensonges qu'ils avaient racontés s'ancraient plus profondément dans le dossier officiel.
Sylvia est venue me chercher dans sa berline sobre et m'a conduite à l'hôtel de long séjour qu'elle avait réservé pour moi. Mon ancien appartement avait disparu. Bien sûr, Gareth avait résilié le bail lors de la procédure de divorce, vendant ou donnant tout ce que je possédais. Je n'avais rien d'autre que les vêtements que Sylvia m'avait achetés et un téléphone prépayé qu'elle avait activé à mon nom. Tes parents m'ont appelé, dit tante Sylvia en m'aidant à m'installer dans la chambre d'hôtel. L'espace était petit mais propre, avec une kitchenette et une fenêtre donnant sur un parking. Ils veulent savoir où tu loges. Ils veulent organiser une réunion pour discuter des soins de Harper. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu les contacterais quand et si tu étais prête. L'expression de tante Sylvia se durcit. Claudia a pleuré au téléphone pendant 20 minutes. Elle a dit que tu étais déraisonnable. Qu'elle n'avait toujours voulu que t'aider. Que toute cette situation avait été montée en épingle. Raymond a menacé de me faire contacter par son avocat pour ingérence dans les affaires familiales. Et qu'est-ce que tu as répondu à ça? Ma tante a eu un sourire mince et froid. Je lui ai dit que son avocat pouvait toujours essayer et que j'avais des témoins prêts à témoigner sur ce qui s'était exactement passé à cette fête au bord de la piscine. Il a raccroché après ça. La première nuit seule dans cette chambre d'hôtel fut la plus dure. Allongée dans ce lit inconnu, j'écoutais les bruits de la circulation à l'extérieur et j'essayais de me souvenir de ce qu'était ma vie avant. Gareth et moi étions mariés depuis 3 ans quand je suis tombée enceinte. Nous étions heureux, ou du moins je pensais que nous l'étions. Nous parlions de prénoms de bébé, de couleurs pour la chambre d'enfant, et de savoir si nous voulions connaître le sexe avant la naissance. J'avais eu la nausée tous les matins pendant le premier trimestre et des envies de cornichons et de beurre de cacahuètes dans des combinaisons qui faisaient rire Gareth. Nous avions choisi un berceau ensemble, l'avions rassemblé dans la chambre d'amis qui deviendrait la chambre du bébé, nous disputant gentiment pour savoir s'il fallait peindre les murs en jaune ou en vert. Tout cela avait disparu maintenant. Gareth était passé à autre chose, s'était remarié, avait eu un autre enfant. La chambre que nous avions décorée ensemble avait été démantelée. Le berceau vendu ou donné. Chaque trace de la vie que nous construisions, effacée aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. J'ai pleuré cette nuit-là pour la première fois depuis mon réveil. De grands sanglots convulsifs qui secouaient mon corps encore affaibli et me laissaient à bout de souffle. J'ai pleuré pour la grossesse dont je me souvenais à peine, pour l'accouchement que j'avais manqué, pour la petite fille que je n'avais jamais tenue dans mes bras. J'ai pleuré pour le mari qui m'avait abandonné, pour la sœur qui avait regardé en silence, pour les parents qui avaient accordé plus d'importance à leur réputation qu'à ma vie. Quand les larmes se sont enfin arrêtées, autre chose est resté. Quelque chose de plus dur et de plus tranchant que le chagrin. La détermination. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels. Tante Sylvia m'avait donné une liste d'avocats spécialisés en droit de la famille, et je les ai contactés un par un. La plupart étaient compatissants, mais prudents. Mon cas était compliqué, disait-il. L'arrangement de garde existant avait été établi par des voies légales appropriées. Le renverser nécessiterait des preuves substantielles de mes faits, et même alors, les tribunaux privilégiaient la stabilité pour l'enfant. Votre fille vit avec vos parents depuis 4 ans, m'a expliqué doucement un avocat. Aux yeux du tribunal, c'est le seul foyer qu'elle ait jamais connu. La retirer de cet environnement, même pour la placer avec sa mère biologique, pourrait être considéré comme traumatisant et perturbateur. Sa grand-mère a essayé de me tuer, ai-je dit d'un ton plat. Sa grand-mère m'a maintenu sous l'eau jusqu'à ce que je ne respire plus. Comment est-ce un environnement sûr? L'avocat a bougé, mal à l'aise. Je comprends votre point de vue, Madame Morrison, mais l'incident a fait l'objet d'une enquête à l'époque, et aucune accusation n'a été portée. Sans nouvelles preuves. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse finir. La percée est venue d'une source inattendue. Jennifer Okafor avait été ma meilleure amie au travail avant l'incident. Nous avions commencé dans la même agence de marketing le même jour, liés par nos plaintes communes contre notre patron micromanager, célébrant les promotions de l'une et compatissant au revers de l'autre. Quand je me suis réveillée de mon coma, elle fut l'une des premières personnes que Sylvia a contactées en mon nom. Jennifer est venue me rendre visite à l'hôtel un jeudi après-midi pluvieux, apportant des plats thaïlandais à emporter et un dossier rempli de papiers.
J'ai fait quelques recherches, a dit Jennifer en étalant des documents sur la petite table de ma kitchenette. Après que Sylvia m'ait raconté ce qui s'est vraiment passé, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. L'histoire de ta mère sur le traitement de bien-être, je savais que j'avais déjà entendu quelque chose de similaire, et il m'a fallu des semaines pour le retrouver. Elle a sorti une impression d'un site web. Couleur criarde. Jargon pseudo-scientifique. Témoignages de clients satisfaits. Thérapie d'immersion en eau froide pour les futures mères, proclamait le titre. Boostez naturellement le système immunitaire de votre bébé. C'est ce que lisait ta mère, a dit Jennifer. Le site a été fermé environ 6 mois après ton incident, mais j'ai trouvé des versions archivées. Regarde le protocole recommandé. J'ai lu les instructions avec une horreur croissante. Le site web préconisait que les femmes enceintes soient immergées dans l'eau froide pendant de longues périodes, jusqu'à 5 minutes d'affilée, affirmant que la réponse au stress renforcerait d'une manière ou d'une autre le système immunitaire du bébé en développement. Il n'y avait aucune citation médicale, aucun fondement scientifique, juste des anecdotes, des promesses et une désinformation dangereuse déguisée en langage de bien-être naturel. Il y a pire, a poursuivi Jennifer. J'ai trouvé 3 autres incidents liés à ce site web. Une femme en Floride qui a accouché prématurément après avoir essayé le traitement. Un bébé en Oregon né avec des complications que les parents pensent avoir été causées par une privation d'oxygène lors d'une session d'immersion. Et un procès pour homicide involontaire au Nevada qui a été réglé à l'amiable. Ma mère a trouvé ce site et a décidé de l'essayer sur moi, ai-je dit lentement, sans mon consentement, sans me dire ce qu'elle prévoyait. La section des commentaires sur les pages archivées est éclairante, a dit Jennifer en sortant une autre feuille de papier. Ta mère y a posté sous un nom d'utilisateur que j'ai pu remonter jusqu'à son adresse email. Elle a posé des questions sur la technique appropriée, sur la durée de l'immersion, sur ce qu'il fallait faire si le sujet résistait. Mes mains tremblaient en lisant les messages de ma mère. Elle avait planifié cela pendant des semaines avant la fête du 4 juillet. Elle avait fait des recherches sur la technique, demandé des conseils à d'autres adeptes de cette dangereuse pseudoscience, s'était convaincue qu'elle faisait quelque chose de bénéfique pour sa petite fille. Les réponses à ces messages étaient encourageantes, solidaires, complètement déconnectées de la réalité médicale. C'est une preuve, ai-je dit. Ça prouve que ce n'était pas un accident. Ça prouve qu'elle l'a prémédité. Jennifer a hoché la tête. J'ai déjà fait des copies pour ton avocat. Celui que tu finiras par engager voudra voir ça. J'ai serré Jennifer si fort dans mes bras qu'elle a ri et s'est plainte de ne plus pouvoir respirer. Pour la première fois depuis mon réveil, j'ai ressenti autre chose que le désespoir et la rage. J'avais l'impression d'avoir peut-être une chance. Les semaines qui ont suivi ont été consacrées à la préparation. Tante Sylvia m'a aidé à trouver un petit appartement. Rien d'extraordinaire, juste un 2 pièces dans un complexe calme avec de bonnes écoles à proximité. Elle s'est portée co-garante pour le bail, car je n'avais aucun historique de crédit, aucun dossier d'emploi, rien pour prouver que j'étais capable de fonctionner comme une adulte dans le monde auquel je m'étais réveillée. J'ai commencé la kinésithérapie en ambulatoire, me poussant plus fort que ce que les thérapeutes recommandaient. Mon corps me faisait constamment mal, les muscles hurlant sous l'effort de se reconstruire, mais j'accueillais cette douleur. Elle me rappelait que j'étais en vie, que j'avais survécu à quelque chose qui aurait dû me tuer, que j'étais assez forte pour continuer à me battre. Les cauchemars ont commencé à cette époque. Je me réveillais en suffoquant, convaincue d'être toujours sous l'eau, de sentir encore les mains de ma mère appuyées sur ma tête. Parfois, je rêvais que j'entendais Harper pleurer quelque part au loin, sa voix devenant de plus en plus faible jusqu'à disparaître complètement. Le thérapeute, le docteur Winters, m'a prescrit des médicaments pour m'aider à dormir, mais j'ai refusé. J'avais besoin d'être lucide, l'esprit clair, prête à tout ce qui allait suivre. Miranda a essayé de venir me voir une fois pendant cette période. Elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir, debout dans le couloir avec des larmes coulant sur son visage, me suppliant de lui parler. Je l'ai observée à travers le Judas pendant un long moment avant de m'éloigner et de monter le volume de ma télévision. Mon téléphone a vibré avec ses textos pendant des heures après. Je sais que tu me détestes. Je me déteste aussi. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. S'il te plaît,
donne-moi juste une chance de réparer ça. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Il n'y avait rien que Miranda puisse dire qui changerait ce qui s'était passé. Elle était restée au bord de la piscine et avait regardé notre mère essayer de me tuer. Elle avait témoigné au tribunal que j'étais mentalement instable. Elle avait aidé Garrett à m'enlever ma fille. Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées avec des mots. J'ai trouvé un emploi dans un petit cabinet de conseil en marketing en ville, pas aussi prestigieux que mon ancien poste, mais le propriétaire était prêt à donner une chance à quelqu'un avec un trou de 4 ans dans son CV quand j'ai expliqué les circonstances. Le travail était fastidieux, principalement de la saisie de données et de l'analyse de base, mais il me donnait un salaire et une raison de me lever chaque matin. Mes collègues me traitaient avec un mélange de curiosité et de pitié que j'ai appris à ignorer. Ils chuchotaient à mon sujet dans la salle de pause. Je savais ce qu'ils disaient, la femme qui avait été dans le coma pendant 4 ans, la femme que sa propre mère avait failli noyer, la femme qui se battait pour récupérer sa fille. Je les laissais chuchoter. Leurs opinions ne signifiaient rien comparé à ce pourquoi je travaillais. L'avocat s'appelait Maxwell Cooper, et il m'avait été recommandé par le réseau d'amis pragmatiques de tante Sylvia. C'était un homme mince dans la cinquantaine, avec des yeux vifs et une réputation pour la gestion de cas familiaux compliqués. Quand je lui ai expliqué ma situation, l'agression, le coma, les années volées, la fille que je n'avais jamais tenue dans mes bras, son expression est restée neutre. Mais quelque chose a vacillé dans son regard. Votre cas a plusieurs avenues, a dit Maxwell, étalant des documents sur la table de conférence de son bureau en ville. J'utilisais encore une canne, mes jambes n'étant pas encore assez fortes pour de longues marches, mais mon esprit était plus vif que jamais. 4 ans d'obscurité avaient dépouillé tout ce qui était inutile, ne laissant que clarté et détermination. Une poursuite pénale est peu probable à ce stade, étant donné le délai de prescription et les témoignages existants. Mais les recours civils sont tout à fait possibles. Je me fiche de l'argent, ai-je dit. Il ne s'agit pas d'argent, mademoiselle Morrison, a dit Maxwell en se penchant en arrière dans son fauteuil. Il s'agit d'établir un dossier juridique de ce qui s'est réellement passé. Le témoignage de votre mère dans les procédures de divorce et de garde de votre mari était diffamatoire et préjudiciable à vos droits parentaux. Si nous pouvons prouver qu'elle a délibérément déformé les faits, que ce n'était pas un traitement de bien-être, mais une agression, nous pouvons potentiellement renverser l'arrangement de tutelle. Comment prouvons-nous cela? Maxwell a eu un sourire mince et acéré. Votre tante a été très occupée ces 4 dernières années. Elle a recueilli les coordonnées de toutes les personnes présentes à cette fête. Plusieurs d'entre elles ont exprimé en privé leur malaise face à ce dont elles ont été témoins. Une voisine en particulier, une femme nommée Veronica Sanchez, a apparemment lutté contre la culpabilité de son silence. 3 semaines plus tard, j'étais assise en face de Veronica Sanchez dans un café tranquille du centre-ville. C'était une petite femme dans la quarantaine, nerveuse et agitée, incapable d'arrêter de tripoter sa tasse de café. Je n'arrête pas d'y penser, dit Veronica, sa voix à peine plus qu'un murmure. La façon dont tu avais l'air quand ils t'ont sorti de la piscine. Tu étais si pâle. Tes lèvres étaient bleues. Et ta mère, elle était là, à dire que tout allait bien, que tu avais juste besoin de reprendre ton souffle, que tu faisais ta comédie, mais tu ne respirais plus du tout. Ton mari criait pour que quelqu'un appelle le 911. Et ton père n'arrêtait pas de dire d'attendre, de te laisser une minute. Raconte-moi tout ce dont tu te souviens, ai-je dit. Véronica a parlé pendant 2 heures. Elle a décrit comment ma mère avait annoncé son plan plus tôt cet après-midi-là, un traitement spécial pour renforcer l'immunité des femmes enceintes impliquant une immersion en eau froide. Comment elle m'avait conduite à la piscine et m'avait dit de prendre une grande respiration. Comment la première immersion avait semblé presque ludique. Et comment plusieurs invités avaient ri et applaudi. Comment les rires s'étaient tus quand j'avais commencé à me débattre. Comment mon père avait empêché Garrett de m'atteindre. Comment ma sœur Miranda avait couvert sa bouche de ses mains mais n'avait jamais bougé pour aider. Comment 4 minutes s'étaient étirées en une éternité avant que mon corps ne devienne flasque et que ma mère ne me relâche enfin. Quand les ambulanciers sont arrivés, a dit Véronica, les yeux humides de larmes, ta mère leur a dit que tu avais glissé et heurté la tête sur l'échelle de la piscine. Elle a dit que tu devais être désorienté et que tu avais inhalé de l'eau.
Elle a dit qu'elle avait essayé de te sortir, mais que tu n'arrêtais pas de te débattre. Tout le monde l'a soutenue. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. J'avais peur, je pense. Tes parents sont respectés dans la communauté. Ton père siège au conseil municipal. Je ne voulais pas causer de problème. Diras-tu la vérité maintenant? Ai-je demandé. Véronica a hoché lentement la tête. J'aurais dû la dire il y a 4 ans. Peut-être que tu n'aurais pas tout perdu. Avec le témoignage de Véronica et des déclarations similaires de 2 autres témoins que les enquêteurs de Maxwell avaient localisés, nous avons déposé une requête pour modifier l'arrangement de tutelle. Mes parents ont engagé leur propre avocat, un avocat pénaliste coûteux nommé Sébastien Drake, spécialisé dans la protection des clients fortunés contre les conséquences. La bataille juridique qui a suivi a été brutale et épuisante. Mais j'avais quelque chose sur quoi mes parents n'avaient pas compté. Le temps. 4 ans passés dans l'obscurité m'avaient appris la patience. 4 ans à manquer la vie de ma fille m'avaient appris ce qui comptait vraiment. Et 4 ans avec les mains de ma mère appuyées sur ma tête m'avaient appris que les personnes en qui vous avez le plus confiance peuvent vous faire le plus de mal. Les mois précédant l'audience ont été un tourbillon de dépositions, d'examens de documents et de sessions de stratégie. Maxwell a réuni une équipe de collaborateurs pour gérer le cas, et j'ai passé des heures dans sa salle de conférence à examiner chaque élément de preuve que nous avions recueilli. La découverte de Jennifer sur le site web pseudo-scientifique s'est avérée encore plus précieuse que nous l'avions espéré au départ. Les enquêteurs de Maxwell ont retrouvé le créateur du site, un homme en Arizona qui avait fui le pays après le procès pour homicide involontaire au Nevada, et ont obtenu des enregistrements montrant que ma mère avait non seulement suivi le protocole décrit sur le site, mais avait en fait communiqué directement avec le créateur, demandant des conseils personnalisés sur la façon d'effectuer le traitement sur un sujet résistant. Elle lui a demandé ce qu'il fallait faire si la femme enceinte se débattait, a dit Maxwell, lisant les transcriptions des emails. Il lui a dit que la résistance était normale, que les instincts de survie du corps se déclencheraient, et qu'elle devait maintenir une prise ferme jusqu'à ce que le sujet se détende. Il a dit, et je cite, « La panique de la mère est temporaire, mais les bénéfices pour le bébé sont permanents. » Je me suis senti mal en lisant ces mots. Ma mère avait cherché des conseils sur la façon de me maintenir sous l'eau plus efficacement. Elle avait prévu ma résistance, préparé des stratégies pour la surmonter, s'était convaincue que ma terreur et mes luttes désespérées n'étaient que des obstacles à gérer. Pouvons-nous utiliser ça au tribunal, ai-je demandé. Absolument. Cela établit la préméditation et sape son affirmation selon laquelle elle agissait de bonne foi sur la base d'un malentendu. Le sourire de Maxwell était acéré. Sébastien Drake va avoir beaucoup de mal à expliquer ses emails. L'évaluation psychiatrique que Maxwell a organisée a été menée par le Dr Elizabeth Winters, une psychiatre légale avec des décennies d'expérience dans les affaires de garde. Elle m'a rencontré au cours de plusieurs sessions, posant des questions approfondies sur mon état mental, mes souvenirs de l'incident, mes projets pour les soins de Harper. À la fin de notre dernière session, elle a posé son bloc-notes et m'a regardé avec quelque chose qui approchait de l'admiration. J'ai évalué des centaines de patients au cours de ma carrière, a-t-elle dit. Les personnes qui ont vécu un traumatisme luttent souvent avec la colère, avec des pensées obsessionnelles de vengeance, avec une incapacité à aller de l'avant. Vous avez tout à fait le droit de ressentir ces émotions, Madame Morrison. Ce que votre mère vous a fait était monstrueux. Mais, ai-je incité. Mais vous n'êtes pas consumé par ces sentiments. Vous avez canalisé votre énergie vers des objectifs pratiques, la guérison, l'emploi, la construction d'une vie stable pour votre fille. Vos priorités sont claires, votre pensée est organisée, et vos réponses émotionnelles sont appropriées à votre situation. Elle a fait une pause. À mon avis professionnel, non seulement vous êtes mentalement compétente pour prendre soin de votre fille, mais vous êtes remarquablement résiliente. Quels que soient les changements de personnalité que les experts de vos parents prétendent voir, je trouve une femme qui a survécu à un traumatisme inimaginable et en est sortie avec son moi fondamental intact. Son rapport a été soumis au tribunal 3 semaines avant l'audience. Sébastien Drake a déposé des objections, affirmant que le docteur Winters était partial, que sa méthodologie était défectueuse, que l'évaluation avait été menée de manière incorrecte. Le juge a rejeté chaque objection. Pendant ce temps,
tante Sylvia avait activé ses propres contacts. Elle a aidé à coordonner avec les enquêteurs de Maxwell pour préparer le témoignage de Veronica Sanchez, la voisine que j'avais déjà rencontrée au café, s'assurant que sa déclaration tiendrait la route lors du contre-interrogatoire. Elle a également localisé une ancienne amie de ma mère qui s'était alarmée de l'intérêt obsessionnel de Claudia pour la médecine alternative et avait essayé de la mettre en garde contre les pratiques dangereuses. Et elle a trouvé une infirmière de l'hôpital qui se souvenait des incohérences dans l'histoire que mes parents avaient racontée au médecin des urgences. La mère n'arrêtait pas de changer les détails, nous a dit l'infirmière, une femme nommée Denise, dans une déclaration enregistrée. D'abord, elle a dit que la patiente avait glissé sur l'échelle de la piscine. Puis elle a dit que la patiente avait sauté et heurté la tête au fond. Puis elle a dit que la patiente s'entraînait à retenir sa respiration et était allée trop loin. Le père n'arrêtait pas de la corriger, essayant de maintenir une histoire cohérente, mais il était évident qu'il mentait sur quelque chose. Notre dossier se construisait pièce par pièce, témoignage par témoignage. Le récit soigneusement construit de mes parents commençait à se fissurer sous le poids des preuves accumulées. La veille de l'audience, je n'ai pas pu dormir. Assise près de la fenêtre de mon appartement, je regardais les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité et je pensais à Harper. Elle serait dans la salle d'audience demain, pas physiquement, mais tout son avenir serait décidé par ce qui se passerait dans cette pièce. Quelle que soit la décision du juge, elle façonnerait le reste de sa vie. J'ai pensé à ce que cela signifierait si je perdais. Si le tribunal décidait que mes parents devaient conserver la tutelle, si les mensonges de ma mère l'emportaient sur la vérité, si j'étais forcée de regarder ma fille grandir en appelant quelqu'un d'autre, maman. La pensée était insupportable, un poids sur ma poitrine jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Mais j'ai aussi pensé à ce que cela signifierait si je gagnais. Si Harper m'était rendue, elle serait arrachée au seul foyer qu'elle ait jamais connu. Elle perdrait sa grand-mère, son grand-père, la chambre, les jouets et les routines qui constituaient son monde entier. Elle devrait apprendre à aimer une mère dont elle ne se souvenait pas, à faire confiance à une étrangère avec son propre visage. Est-ce que je me battais pour le meilleur intérêt de Harper, ou est-ce que je me battais pour mon propre besoin de justice? La réponse, ai-je réalisé, était les deux. Et c'était normal. Ma fille méritait de connaître la vérité sur ce qui s'était passé. Elle méritait d'être élevée par quelqu'un qui l'aimait sincèrement, pas par des gens qui s'étaient montrés capables d'un mal terrible. Elle méritait une mère qui se battrait contre tout coma, divorce, bataille juridique, la destruction totale de sa vie antérieure pour être là pour elle. J'étais cette mère. Quoi qu'il arrive demain, je le prouverai. L'audience de tutelle a eu lieu un matin gris de novembre, 8 mois après mon réveil du coma. Je suis entrée dans la salle d'audience sur mes 2 pieds, soutenue par une canne, mais debout, droite et fière. Mes parents étaient assis à la table d'en face avec leur avocat coûteux, et pour la première fois depuis l'hôpital, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Elle avait tenté de me contacter à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Appels téléphoniques, lettres, messages par l'intermédiaire de Miranda. Chacun était rempli d'excuses, d'explications et de supplications pour ma compréhension. Elle avait désespérément voulu m'aider, écrivait-elle. Elle avait été trompée par de fausses informations en ligne. Elle n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal. Elle m'aimait. Elle m'avait toujours aimé. Je n'ai jamais répondu. Dans la salle d'audience, j'ai écouté Veronica Sanchez témoigner et décrire ce qu'elle avait vu. J'ai écouté l'avocat de ma mère tenter de la discréditer en la qualifiant de voisine mécontente et rancunière. J'ai écouté Maxwell Cooper démanteler méthodiquement le faux récit que mes parents avaient construit, présentant des dossiers médicaux montrant que la gravité de mes blessures était incompatible avec un simple accident de noyade. Quand ma mère a pris la barre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Peut-être était-ce le poids de la vérité enfin dite à voix haute. Peut-être était-ce 4 ans de culpabilité qui la rongeait. Ou peut-être était-ce simplement le regard dans mes yeux quand elle a jeté un coup d'œil vers moi. Calme, patiente, totalement dépourvue du pardon qu'elle désirait ardemment. Elle a craqué. Je savais que c'était mal, a sangloté ma mère, son sang-froid s'effondrant en direct à la barre. Je l'ai su après la première minute, quand elle a continué à se débattre. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'arrêtais pas de penser que si je tenais juste un peu plus longtemps, le traitement fonctionnerait.
Le site web disait que le bébé serait plus fort, en meilleure santé. Je voulais que ma petite fille ait tous les avantages. Et puis Vivien a cessé de bouger. Et j'ai pensé qu'elle se détendait simplement. J'ai pensé que le traitement fonctionnait. Le temps que je réalise que quelque chose n'allait vraiment pas, il était trop tard. Sébastien Drake a tenté d'intervenir pour la faire taire, mais ma mère ne pouvait plus être réduite au silence. 4 ans de culpabilité refoulée ont déferlé dans un flot de larmes et d'aveux. Raymond m'a dit de mentir aux ambulanciers, a-t-elle poursuivi, ignorant les signaux frénétiques de son avocat. Il a dit que si je disais la vérité, j'irais en prison. Il a dit que je ne verrais jamais Harper grandir. Alors, j'ai inventé l'histoire de l'échelle de la piscine, et tout le monde a suivi parce qu'ils avaient peur. Et puis Vivien ne s'est pas réveillé. Et il était plus facile de continuer à mentir que d'admettre ce que j'avais fait. Même quand Gareth a entamé la procédure de divorce, même quand nous avons obtenu la tutelle, tout était basé sur des mensonges. Tout. Le juge a suspendu l'audience. Sébastien Drake a conféré frénétiquement avec mon père pendant que ma mère restait assise seule, pleurant dans ses mains. Maxwell Cooper s'est penché vers moi avec une expression satisfaite. Ces aveux changent tout, a-t-il dit. Pas seulement pour l'affaire de la tutelle. Elle vient d'admettre avoir fait de fausses déclarations dans plusieurs procédures judiciaires. La responsabilité potentielle de votre père en tant que co-conspirateur est substantielle. J'ai regardé mes parents de l'autre côté de la salle, mon père le visage rouge de fureur, ma mère vide et brisée. Il y a 4 ans, ils m'avaient maintenu sous l'eau et m'avaient regardé me noyer. Ils avaient menti pour se protéger. Ils avaient volé ma fille, mon mari et ma vie. C'était ma vengeance, et elle avait un goût de cendre dans ma bouche. La tutelle m'a été transférée 3 semaines plus tard. L'avocat de mes parents a négocié un accord pour éviter des poursuites pénales pour parjure et fausses déclarations. Ma mère a accepté de suivre un traitement pour ses troubles obsessionnels et anxieux, tandis que mon père a démissionné du conseil municipal et a accepté des travaux d'intérêt général. Le règlement financier m'a fourni assez pour établir un foyer stable pour Harper et moi. Rencontrer ma fille pour la première fois a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Elle ne me connaissait pas. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle avait été élevée par mes parents pendant 4 ans, bercée d'histoires sur sa mère biologique qui était malade, qui dormait et qui pourrait ne jamais se réveiller. Quand je suis entrée dans la salle de visite supervisée du bureau des services à la famille, Harper m'a regardée avec des yeux bleus curieux, les yeux de Gareth et aucune reconnaissance. « Bonjour, Harper », ai-je dit, m'abaissant avec précaution sur une chaise d'enfant. Mes jambes me faisaient encore mal à force de marcher, mais je voulais être à son niveau. « Je m'appelle Vivien. Je suis ta maman. » Mamie a dit que ma maman dormait, a dit Harper. « Tu es réveillée maintenant ? » Oui, ai-je réussi à dire, la voix étranglée par une émotion que je ne pouvais contrôler. J'ai dormi très longtemps, mais je suis réveillée maintenant et je ne vais plus dormir. Harper a penché la tête, considérant cette information. Mamie dit que tu pourrais te rendormir. Elle dit que je dois faire attention de ne pas t'aimer trop fort au cas où tu te rendormirais. La chose de pierre en moi, la chose froide et sombre qui m'avait fait tenir pendant tous ces mois de convalescence et de bataille juridique, s'est un peu fissurée. Je ne vais pas me rendormir, ai-je dit fermement. Je te le promets, Harper. Je serai là à partir de maintenant. Il nous faudra peut-être un peu de temps pour apprendre à nous connaître, mais je suis ta maman et je t'aime très fort. Harper a hoché la tête solennellement. D'accord. Tu veux voir mes dessins? J'aime dessiner des chevaux. Nous avons passé l'heure suivante à regarder ses œuvres. Des dizaines de chevaux colorés dans diverses poses, certains avec des ailes, d'autres avec des cornes de licorne, tous vibrants et vivants. Ma fille avait grandi 4 ans sans moi. Et elle était devenue une personne que je ne connaissais pas du tout. Mais elle était là, et j'étais réveillée, et nous avions le temps. Cette nuit-là, seule dans le petit appartement que j'avais loué près du bureau des services à la famille, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité. Mon téléphone a vibré avec un message de Miranda. Encore des excuses, encore une demande de réconciliation. Je l'ai supprimé sans le lire.
La vengeance que j'avais promise à ma mère à l'hôpital s'était réalisée, mais pas de la manière que nous attendions. Je ne l'avais pas détruite. Elle s'était détruite elle-même, incapable de porter plus longtemps le poids de ses mensonges. La réputation de mon père était ruinée. Sa carrière politique terminée. Son mariage avec ma mère montrait des signes de tension. Miranda avait déménagé à l'autre bout du pays, incapable de m'affronter avec la culpabilité de son inaction. J'avais gagné, mais la victoire semblait creuse comparée à ce que j'avais perdu. 4 ans de la vie de ma fille, 4 ans de ma propre vie. Un mariage qui aurait pu survivre si mon mari n'avait pas été brisé en assistant à ma quasi-mort. Une confiance en ma propre famille qui ne pourrait jamais être restaurée. Le thérapeute que j'ai commencé à voir, le docteur Caroline Meadows, une femme bienveillante spécialisée dans la guérison des traumatismes, m'a aidé à comprendre que la vengeance et la guérison n'étaient pas la même chose. L'une pouvait vous apporter de la satisfaction, mais seule l'autre pouvait vous apporter la paix. 1 an après mon réveil du coma, j'ai obtenu la garde exclusive de Harper. Garrett avait volontairement renoncé à ses droits parentaux restants, trop absorbé par sa nouvelle famille à Austin pour maintenir un lien avec la fille qu'il avait abandonnée. Harper et moi avons emménagé dans une petite maison avec un jardin assez grand pour le potager que je voulais planter et le chien qu'elle me suppliait d'avoir. Nous avons appelé le chien Winston, d'après le personnage de son livre préféré sur une courageuse petite souris. Elle demandait un chiot depuis qu'elle avait emménagé avec moi, laissant des dessins de chiens sur le réfrigérateur et montrant du doigt chaque Golden Retriever que nous croisions lors de nos promenades. Winston était un croisé Golden Retriever avec plus d'énergie que de bon sens. Et regarder Harper le poursuivre dans le jardin est devenu mon moment préféré de la journée. Ma mère m'a écrit pour le 5e anniversaire de Harper, une longue lettre pleine d'explications sur les sites web qui l'avaient convaincue que l'immersion en eau froide était bénéfique, le désespoir qu'elle avait ressenti pour donner des avantages à sa petite fille, l'horreur qu'elle a éprouvée en réalisant ce qu'elle avait fait. Elle était en thérapie maintenant, écrivait-elle. On lui avait diagnostiqué une anxiété et des tendances obsessionnelles compulsives qui avaient échappé à tout contrôle pendant ma grossesse. Elle assumait la responsabilité de ses actes. Elle comprendrait si je ne lui pardonnais jamais. J'ai gardé la lettre dans un tiroir pendant 6 mois avant de répondre. Je ne te pardonne pas, ai-je écrit. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Ce que tu as fait m'a volé 4 ans de ma vie et a failli nous tuer, ma fille et moi. Tu as menti à ce sujet. Tu as aidé mon mari à tout me prendre. Tu as élevé mon enfant avec des histoires sur le fait que je pourrais ne jamais me réveiller. J'ai fait une pause, mon stylo suspendu au-dessus du papier. Mais la vengeance ne m'intéresse plus, ai-je poursuivi. J'ai passé si longtemps dans l'obscurité, à rêver de te faire payer pour ce que tu as fait. Maintenant, j'ai récupéré ma fille. J'ai une vie. J'ai un avenir. Et je ne vais plus gaspiller mon temps et mon énergie à te haïr. J'ai posté la lettre et n'ai jamais reçu de réponse. Peut-être n'y avait-il plus rien à dire. 2 ans après mon réveil du coma, Harper est entrée en CP. Debout sur le trottoir devant son école, je la regardais disparaître par les portes d'entrée avec son sac à dos à motifs de chevaux, et j'ai senti quelque chose d'inconnu fleurir dans ma poitrine. L'espoir. Les années que j'avais perdues ne reviendraient jamais. La famille en qui j'avais confiance m'avait trahi de la pire des manières. Mais j'étais en vie, ma fille connaissait mon nom, et l'avenir s'étendait devant nous comme un livre à écrire. J'avais murmuré une promesse de vengeance à ma mère dans cette chambre d'hôpital. Et d'une certaine manière, je l'avais tenue. Mais la vraie victoire ne résidait pas dans sa souffrance, ni dans la disgrâce de mon père, ni dans l'exil de ma sœur. La vraie victoire, c'était d'être sur ce trottoir, un matin frais de septembre, à regarder ma fille commencer le CP, sachant que je serais là pour venir la chercher quand la dernière cloche sonnerait. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Pas cette histoire, pas encore. Une histoire différente sur une femme qui avait survécu à quelque chose de terrible et avait appris à revivre. La fiction m'aidait à traiter ce que la réalité m'avait donné, et les mots coulaient plus facilement qu'ils ne l'avaient fait depuis avant ma grossesse. Winston s'est enroulé à mes pieds, ronflant doucement. Dehors, les feuilles d'automne commençaient à jaunir. Quelque part à travers le pays, mes parents apprenaient à vivre avec les conséquences de leurs choix,
et mon ex-mari élevait un fils qui ne connaîtrait jamais la demi-sœur qu'il avait abandonnée. Je ne perdais pas de temps à penser à eux. J'avais une fille à élever, une vie à reconstruire, et plus de place dans mon cœur pour la haine. La vengeance était accomplie. La guérison avait enfin commencé. Et quand Harper est rentrée cet après-midi-là, bavardant sur sa nouvelle maîtresse et l'amie qu'elle s'était faite à la récréation, je l'ai serré fort contre moi, j'ai respiré l'odeur de son shampoing à la fraise et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis plus de 4 ans. La paix. Pas le pardon, jamais ça, mais la paix. Ce qui s'est avéré être bien mieux.